Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver en direct du stand Crédit Agricole au Salon international de l'agriculture pour cette belle émission, cette première émission, l'innovation au service des transitions agricoles. On est ensemble pour une petite heure environ, on va parler d'agriculture évidemment, des grands défis environnementaux de l'agriculture et de l'innovation comme solution pour y répondre. Tout au long de cette émission, tout au long de ce live, vous pouvez bien évidemment nous poser vos questions et j'en sélectionnerai quelques-unes en fin d'émission et on tentera d'y répondre. Allez, sans plus attendre, je suis ravi d'être avec Jean-Christophe Robin, directeur de l'agriculture et de l'agroalimentaire de Crédit Agricole SA. Bonjour. Bonjour. On est en direct, donc il y a un petit peu de bruit, mais je pense que ça va bien se passer. Ça va bien ce matin ? Pour l'instant, tout va bien. Ouais. On est ensemble pour une petite dizaine de minutes. Vous allez nous parler de souveraineté alimentaire, d'agriculture, évidemment, on est au bon endroit. Du coup, je vous laisse les clés de l'émission, je vous laisse la petite zapette. On a préparé quelques petites slides et c'est à vous. Merci beaucoup. Donc, aujourd'hui, on voulait parler de transition. C'est un sujet qui est un sujet d'actualité. On parle beaucoup de ces transitions. On a beaucoup de mal aussi à les définir. Et donc, on vous passe une petite slide dans laquelle on essaie de mettre en avant quelles sont les transitions et les défis auxquels l'agriculture et l'agroalimentaire vont être confrontés actuellement et dans les prochaines années. Et donc, vous trouvez dans ce nuage d'idées là que vous voyez et qui est diffusé, la préservation de la biodiversité, l'accompagnement des nouvelles générations. Et donc, c'est à la fois des défis et des transitions qui sont économiques, c'est aussi des transitions sociales, le renouvellement de générations, et des transitions économiques. Et donc, comment arriver à ce que tous ces aspects, qui parfois peuvent avoir des objectifs contradictoires, puissent se conjuguer pour accompagner et transformer l'agriculture demain. Et dans ce cadre-là, par rapport à tous ces enjeux qui sont très nombreux et qui sont très divers selon les filières, selon les territoires, on pense que l'innovation a un rôle majeur pour apporter des réponses à tous ces défis. Donc si on regarde un petit peu l'action du Crédit Agricole et qu'est-ce que le Crédit Agricole a cherché à faire, le Crédit Agricole aujourd'hui, il s'est lancé un projet qu'on appelle le projet sociétal. Qu'est-ce que c'est ? C'est de dire d'apporter des réponses au monde économique, des solutions au monde sociétal par rapport à toutes les attentes de chacun d'entre nous qui sommes consommateurs et pour lequel l'alimentation est un enjeu majeur. Quand on repense à l'alimentation, pendant très longtemps, on s'est dit l'alimentation, c'est facile, on a un accès direct à l'alimentation. Mais le Covid a rappelé l'importance de l'alimentation, de la souveraineté alimentaire, de la capacité d'un pays à produire et donc à nourrir ses citoyens. Et la guerre en Ukraine a aussi rappelé que les échanges internationaux, ce n'était pas une croissance sans fin. Ouais. Et donc, par rapport à ça, on s'est dit qu'il y avait des enjeux majeurs à traiter les transitions agri-agro et cette question de la souveraineté alimentaire. Donc, comment conjuguer la partie économique, la partie sociétale et la partie alimentaire. Donc tout ça, on l'a retranscrit dans un pilier de notre projet sociétal sur réussir et accompagner les transitions agri-agro. Et donc comme vous le voyez, il y a pour nous 3 piliers qui sont très importants. C'est le changement climatique, qui est un pilier spécifique et dans lequel l'ensemble des activités économiques doit être inclus. Il y a la partie de l'accompagnement sociétal, et ça c'est très important, l'inclusion. Toute cette question sur l'accès à un certain nombre de biens et de services. Et donc l'alimentation est un point majeur. Et le dernier, c'est donc celui sur lequel moi je me sens le plus concerné au sein du Crédit Agricole, bien sûr, c'est réussir les transitions agri-agro. Ouais. Pour cela, en fait, on s'est fixé 3 grands marqueurs, 3 grands leviers d'action. Le premier, c'est de travailler sur ce qu'on appelle comment accompagner l'agriculture et l'agroalimentaire à évoluer vers des pratiques plus durables. Et la durabilité, pour moi, c'est toujours un mix entre l'économique et l'environnemental. Et donc, à ce titre, nous lançons au sein du Crédit Agricole un ensemble de solutions, de fonds, qui sont compartimentés pour répondre à la fois aux demandes des agriculteurs qui doivent se transformer, mais aussi de l'ensemble de la chaîne de valeur, parce que c'est amont-aval. Donc, il y a les producteurs, mais il y a aussi toute la partie, on va dire corporate, donc les grandes entreprises qui elles aussi ont besoin de se transformer. Et donc, ça ne sert à rien de transformer que au niveau des producteurs, de transformer que au niveau des industriels. Il faut que ce soit l'ensemble de la chaîne de valeur qui change. Donc, c'est des sujets sur l'accompagnement. Ça peut être la réduction des plastiques dans l'industrie agroalimentaire. Ça peut être la réduction d'utilisation des produits phytosanitaires pour les agriculteurs. Et donc, tout cela, c'est un ensemble. Et donc, le groupe Crédit Agricole a décidé d'un fonds d'1 milliard d'euros qui est compartimenté en fonction des besoins, entreprises ou agriculteurs, pour répondre à cela. Alors, je ne vais pas rentrer dans la technique financière, ce n'est pas l'objectif. Il y a du private equity, il y a de la dette, mais voilà. Mais en tout cas, c'est un enjeu majeur pour le Crédit Agricole de mettre cet argent-là et de dire on vous accompagne, on vous fait confiance et dans la durée. Parce que la transition, ce n'est pas passer d'un point A à un point B
instantanément. Bien sûr. C'est un processus d'évolution qui est long et complexe, parce qu'on parle de vivant. Oui. Souvent, les gens me disent, mais pourquoi on ne change pas demain? Et on dit, mais tiens, on va passer de telle culture à telle culture très rapidement. Non, il faut accompagner ces évolutions, et c'est l'objectif de ce fonds pour accompagner nos clients et l'ensemble du monde agricole. C'est une transition, c'est pas un changement radical, d'où le mot justement transition. Voilà. Et par ailleurs, dans une transition, on va faire par étapes. Peut-être qu'on va se tromper dans certaines transitions, peut-être qu'on va partir sur certaines pistes et on va se rendre compte que ça n'est pas opérationnellement réalisable. Oui. Donc voilà, donc, ne jamais oublier, donc avoir beaucoup d'humilité par rapport à ce chantier-là. Bien sûr. Ensuite, on a un vrai sujet, c'est qu'aujourd'hui, l'agriculture est souvent vue comme le troisième secteur d'émissions aux gaz à effet de serre. Oui. Et donc on dit, l'agriculture doit faire un effort de réduction. On le sait, mais spécificité de l'agriculture, c'est que c'est aussi la seule activité économique qui permet de stocker du carbone dans les sols et au niveau de la forêt. Et donc au niveau du groupe Crédit Agricole, on s'est dit comment peut-on aider les agriculteurs à la réduction des gaz à effet de serre. Et c'est pour ça qu'on s'est lancé dans un projet très ambitieux qui est de créer un écosystème au niveau du carbone agricole et donc de permettre à des agriculteurs de produire, de stocker du carbone dans les sols ou dans la forêt et d'être rémunérés pour cela. Et donc c'est un partenariat très fort avec France Carbone Agri, qui est la structure qui au niveau du monde agricole essaye justement de pousser ces pratiques-là de compensation et de stockage de carbone. Et nous, on va amener tous nos services pour créer justement un écosystème qui fait qu'une entreprise qui voudra compenser volontairement, voilà, une grande entreprise française, du CAC 40 par exemple, on ne donnera pas de nom. On ne peut pas la citer. Voilà. Et pourra s'engager en achetant des crédits carbone aux agriculteurs français, donc des crédits carbone territorialisés qui ont une valeur sur lequel le consommateur, le citoyen peut voir les efforts qui sont faits par l'agriculteur et il sera effectivement rémunéré pour cet effort de compensation, de réduction des émissions. Donc ça, c'est un sujet pour nous très important. Structurer cette plateforme, cet écosystème des crédits carbone, aider à ce que ce marché décolle réellement. Très bien, ok. Voilà, donc ça c'est notre deuxième enjeu. Et donc on a un troisième enjeu. Je passe les petites slides. Voilà, troisième enjeu qui est majeur, qui est autour de la souveraineté alimentaire. Et donc la souveraineté alimentaire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans toutes ces crises, on s'est rendu compte de la complexité du système alimentaire français. Il y a eu une résilience du tissu agroalimentaire, c'est-à-dire que même pendant le Covid, on n'a pas eu de pénurie pour le consommateur, pour le citoyen. Pour autant, aujourd'hui, la souveraineté alimentaire, elle est bousculée. Pourquoi? Parce qu'on a une réduction drastique du nombre d'agriculteurs. On a perdu 100 000 agriculteurs en 10 ans. Donc ça, c'est un vrai défi, le défi du renouvellement des générations. Mais on a également un sujet, c'est qu'on est très dépendant de notre pays. Aujourd'hui, on importe 51% du poulet qu'on consomme. On importe 50 à 70% des fruits et légumes que l'on consomme. Pourquoi? Parce que nous, on a des avantages compétitifs dans certaines filières. On produit dans ces filières-là, on exporte, mais on importe en contrepartie les besoins que l'on a par rapport à notre consommation. Alors vous me direz, très simplement, on n'a qu'à consommer que pour nous. C'est le petit village gaulois, on pourrait faire Astérix et Obélix. Non, ce n'est pas possible, parce que par exemple, je ne sais pas si vous le savez, et peut-être que vous l'êtes, on consomme énormément de saumon en France. Et voilà, parce que les sushis, parce que le saumon fumé. Et pour autant, on ne produit pas du saumon en France, donc on en importe. Donc on est aussi dépendant de l'extérieur. Donc l'idée que la souveraineté alimentaire, finalement, c'est fermer les frontières et que seul on serait capable d'être en autonomie alimentaire, c'est pas réellement possible par rapport aux habitudes de consommation. Ou alors ça veut dire qu'il faudra changer drastiquement les habitudes de consommation des consommateurs. Du jour au lendemain, c'est pas possible. Mais je ne sais pas si c'est possible du jour au lendemain. Mais ça fera partie des sujets. Donc le renouvellement des générations, la souveraineté alimentaire, comment on permet à un agriculteur, quand il se lance dans une carrière sur 20 ou 25 ans, parce qu'un agriculteur, il ne fait pas cette activité pour 1 ou 2 ans. Non, bien sûr. Il ne va pas changer de job. Quand il s'engage, c'est un engagement dans la durée. Comment on peut les aider à les accompagner, à les sécuriser et à faire qu'on ait des filières de production françaises et effectivement qu'on soit moins dépendant de l'importation, c'est certain, mais quelque part qu'on ait une forme d'équilibre entre les différentes filières. Et donc c'est tout le projet de la souveraineté alimentaire. Alors, c'est un projet majeur qui ne concerne pas que le Crédit Agricole, qui concerne l'écosystème agricole et agroalimentaire. Nous, on a fait un engagement concret, on a fait un appel à projet. C'est-à-dire, on a mobilisé au sein de nos réseaux, en disant à tous nos collaborateurs, à nos clients, quelles seraient les initiatives qui permettraient de répondre à ces questions de souveraineté alimentaire. Alors vous direz, un appel à projet, on en voit souvent. Mais nous, on a été surpris et on a été heureux du résultat. Parce que pour vous donner quelques chiffres, on a eu 27 000 idées qui ont été proposées. On a sélectionné 12 finalistes et au final, on a retenu 3 projets. Et quel est l'objectif de ces 3 projets?
c'est qu'on les mette concrètement, qu'on passe dans le régime des solutions. Voilà. Donc, dans le concret. Dans le concret. Et donc ce qui était très intéressant, c'est qu'on a vu que nos collaborateurs, nos clients avaient des idées. Et donc comment on peut aider ces idées à émerger au sein des territoires? Parce que tout part des territoires. Il faut être capable de le mettre en œuvre. Donc, appel à projet, c'est une illustration de l'engagement du Crédit Agricole pour le service de l'agriculture, de l'agroalimentaire et du consommateur. Très bien. Et donc, pour accompagner l'innovation, pour être capable de faire tout cela, il faut répondre à un certain nombre de sujets. Il y a la question des principes et il y a concrètement qu'est-ce qu'on peut faire. Et donc, sur quelle thématique on peut intervenir. Et donc ça, comme je vous l'ai dit, il y a énormément de champs. Il faut aller de l'amont à l'aval. Donc, de la production, donc c'est la santé des sols, c'est la question du biocontrôle, c'est-à-dire la capacité qu'on a aussi à utiliser des nouvelles techniques. Donc on voit aussi aujourd'hui, par ailleurs, dans la lutte contre la maladie ou contre certaines espèces invasives, on peut utiliser un certain nombre de solutions dites plus naturelles. Il y a la robotique qui est un sujet très important. Si on veut éviter le désherbage chimique, on peut recourir à la robotique. Ça, c'est des sujets sur la production. Après, il y a tout ce qui est la blockchain, la digitalisation des filières, la capacité à recréer de la valeur et à sécuriser le consommateur. Voilà, j'achète un yaourt demain, je sais par qui il a été produit, je sais d'où le lait vient. Ça, c'est aussi important pour redonner de la valeur et redonner de la confiance. C'est important, le consommateur est de plus en plus attentif à ces choses-là. Voilà. Et donc, ça, on pense que c'est des sujets sur lesquels il faut qu'on accompagne les filières encore à évoluer. Et puis, le groupe a aussi investi dans des choses très innovantes. On parle de certaines sociétés qui aujourd'hui sont sur la protéine d'insectes pour l'alimentation animale. Bien sûr, ça permet d'éviter d'avoir des céréales pour l'alimentation animale. Ça peut aussi être une solution pour la consommation humaine. Donc ça aussi, c'est une preuve concrète de notre engagement pour les transitions. Et donc là-dedans, l'innovation a un rôle majeur parce qu'on voit, c'est de la biotech, c'est de la robotique, c'est de l'intelligence artificielle, c'est des objets connectés. Comment je peux demain, parce que j'aurais mis dans un champ des capteurs, réduire la consommation d'eau et l'irrigation. Voilà, contrôler l'eau. On parle beaucoup de sécheresse sur ce salon parce que c'est un des sujets que l'on voit venir pour la prochaine campagne. Et ben, on aura demain un défi sur la gestion de l'eau et la gestion de l'eau pour la consommation alimentaire, elle sera majeure. Donc la question, c'est comment on arrive à, grâce à toutes ces innovations, à conjuguer des objectifs économiques et environnementaux. Et puis peut-être le dernier point qui est très important, c'est de dire dans l'écosystème comment on se positionne. Et nous, on est un peu au centre du jeu. On se voit un peu comme étant là pour recueillir l'ensemble des demandes, à la fois des investisseurs, à la fois avec des partenaires. Et donc, il faut mailler l'écosystème. Il faut être capable d'être tous dans le même sens. Donc, nous, notre objectif, c'est en mobilisant des moyens financiers et de l'expertise, comment on peut accompagner cette innovation et comment on peut la faire percoler. Le tout n'est pas d'avoir une innovation technique majeure, de ne pas être capable qu'elle soit utilisée par tous. Et donc ça, c'est un sujet avec des partenaires techniques, des startups que l'on soutient, et on en reparlera, je crois, après, via nos villages. Exactement. Comment on peut faire accélérer ces solutions dans la partie recherche, mais aussi dans la partie utilisation. Et ça, c'est notre rôle à nous d'essayer, tant bien que mal, de réussir à accompagner ces transitions avec tous les acteurs de l'écosystème et donc de fédérer au niveau de nos démarches. D'accord. Donc voilà tout ce que je pouvais vous dire ce matin. C'est déjà pas mal. Et en plus, vous avez fait une partie de mon travail parce que vous avez fait quasi la transition vers le réseau Les Villages by CA. Merci beaucoup Jean-Christophe Aubin. Merci Simon. Je vous souhaite une bonne journée, un bon salon. Donc là, je suis ravie d'accueillir Émilie et Emmanuel. Donc Émilie Rode, vous êtes responsable du déploiement et animation du réseau Le Village by CA. Et Emmanuel Etès, vous êtes consultant innovation agri, agro et santé au Village by CA Finistère. On a prévu quelques slides et vous avez, je vais encore une fois, comme avec Monsieur Roubin, je vais vous laisser la parole et je vais vous laisser nous raconter un petit peu le village. Alors première question, pourquoi ce réseau des villages a-t-il été créé par le Crédit Agricole ? Bonne question, c'est vrai qu'avant d'expliquer le rôle d'un village, on va reposer un petit peu le cadre et expliquer pourquoi ce réseau a été créé. Alors déjà, le réseau est né en 2014, on va fêter nos 10 ans l'année prochaine, première décennie pour le réseau des villages. Et à l'époque, c'est vrai que les grands campus étaient encore assez rares. Aujourd'hui, on est plusieurs acteurs sur la place, mais voilà, avant c'était encore innovant. Et on avait cette conviction que finalement le monde des startups et le monde des grandes entreprises plus matures se parlaient peu et qu'ils avaient beaucoup à s'apprendre. Et puis surtout, on avait envie aussi de soutenir les entrepreneurs. On avait envie de leur offrir des espaces d'échange, de travail, des espaces de coworking.
On avait envie de leur offrir aussi un réseau d'entreprises. Et on avait envie de soutenir et de pérenniser l'innovation et pas seulement au travers du simple financement. C'est vrai qu'on est au Crédit Agricole, le financement est un métier cœur chez nous, mais on avait envie d'aller un petit peu plus loin et c'est dans ce sens que le réseau des villages a été créé. On peut dire aujourd'hui que c'est un vrai succès. Le concept a plutôt bien marché puisqu'on a accompagné depuis presque 10 ans maintenant plus de 1300 startups et on a 700 partenaires qui nous ont fait confiance depuis le démarrage, donc on peut se féliciter. Et puis surtout, c'est aussi 44 villages répartis sur toute la France et à l'international puisqu'on a 3 villages en Italie et un village en Luxembourg. Et on est aujourd'hui dans le réseau des villages 160 collaborateurs, donc 160 collaborateurs dédiés à la transformation des entreprises et de leur territoire. Et au-delà de nous offrir cette place de premier accélérateur en région et sur le plan national, eh bien, on a surtout un ancrage, un maillage très dense sur le territoire et un ancrage très fort localement. On est vraiment un acteur de la vie locale. Et ça nous tient à cœur parce qu'au même titre que le Crédit Agricole est une banque de territoire avec ses 39 caisses régionales, eh bien nous aussi, quelque part, on est un accélérateur de territoire et un accélérateur de région et on en est très fiers. Accélérateur d'innovation, oui. Exactement. Et alors concrètement, c'est quoi le rôle d'un village? Voilà, on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet et vous expliquer ce qu'est un village et le rôle d'un village. Alors déjà, le premier rôle, je crois, le cœur du métier, c'est de détecter les jeunes pousses innovantes et de les aider à grandir. Alors, étant précisé quand même qu'il y a un processus de sélection assez exigeant, assez rigoureux à l'entrée. Les startups déposent un dossier. Le dossier est examiné pour voir s'ils peuvent aller à l'étape suivante, qui est le comité de sélection. Comité de sélection qui est souvent composé de partenaires du village, partenaires du réseau des villages, et qui va valider ou non l'onboarding de la startup. Exactement. Et donc ensuite, la startup rentre au village et il y a un premier diagnostic qui est fait avec la startup, un diagnostic à 360, où on va venir bâtir une feuille de route d'accompagnement pour les deux prochaines années qui suivent en fait, sur des sujets qui sont assez variés finalement. Oui, tout à fait. Des sujets comme la stratégie d'entreprise. Souvent, on a des entrepreneurs qui peuvent être parfois issus des laboratoires de recherche ou qui sont très tech, on va le dire comme ça. Et le fait de structurer une entreprise, d'être entrepreneur, c'est un métier totalement différent d'être dans un laboratoire, de faire de la recherche ou alors ils n'ont pas toutes les casquettes ou toutes les facettes de la création de projets, de la création de start-up. Donc ça c'est important, la stratégie d'entreprise, poser les bases. Après on va également intervenir sur la partie financement, que ce soit en haut de bilan ou en bas de bilan, en recherche de subventions, toutes les facettes du financement. On va également pouvoir les aider dans leur développement commercial, faire challenger en fait leur proposition de valeur par nos partenaires. Émilie parlait tout à l'heure de 700 partenaires au village. Ça permet effectivement d'avoir un regard critique sur la proposition de valeur et savoir si ça correspond exactement aux attentes du marché. Donc ça c'est un sujet très très important. On va parler de visibilité aussi, mais je crois qu'on y reviendra un peu plus loin. Et puis, éventuellement, pour des startups plus matures, on peut les accompagner aussi sur un développement à l'international. Émilie parlait tout à l'heure de 3 villages en Italie, un village au Luxembourg. Il faut savoir qu'on est village by CA, donc by Crédit Agricole, et qu'on peut également activer nos relais CACIB, qui peuvent, à travers le monde, proposer à des startups qui adressent le marché de l'international de poser leurs valises et de avoir une vision des marchés dans ces pays cibles. Voilà. On a vraiment un accompagnement au plus proche des besoins de la start-up finalement, presque un accompagnement à la carte, c'est ça qui est très chouette. Autre facette aussi, je poursuis, autre facette, parce qu'on fait plein de choses au village, et autre facette de l'accompagnement, c'est la mise en relation avec les partenaires et ce modèle de connecteur. Alors on a plusieurs modes modes de fonctionnement pour les mettre en relation avec les partenaires. Ça peut être sur des rendez-vous en face à face avec des experts partenaires, mais ça peut être aussi autour d'événements qu'on organise, qu'on appelle des Business Connect. Les Business Connect, ce sont des journées qui sont dédiées à une thématique très précise, par exemple comme la gestion de l'eau, toutes les solutions innovantes pour mieux gérer cette ressource, qui est très importante. Et donc ça va permettre à la start-up de venir rencontrer plusieurs partenaires dans la journée sur des speed meetings de 20 minutes
Voilà, avec des rendez-vous déjà préqualifiés puisque la thématique est très précise. Et puis évidemment, ouais. Et puis Emmanuel en a parlé, la visibilité aussi qu'on leur offre à ces startups. C'est ce qu'on fait là actuellement avec le Salon de l'Agriculture, en les faisant venir et exposer. On essaye de les rendre visibles, de les mettre en lumière, voilà, tout simplement. Oui, parce que, alors, je rajouterais juste à Émilie, mais donc le Salon de l'Agriculture, on y est aujourd'hui et les startups ont la chance de pouvoir exposer ici. Voilà, c'est une belle visibilité pour elles, une belle vitrine. Il faut savoir que, pardon, quand on est startup, exposer sur un salon, ça a un coût. Aujourd'hui, le réseau des villages essaie de développer des espaces communs en fait à destination des startups pour leur permettre d'accéder à moindre coût sur des salons d'importance, sur des thématiques. Alors si on reste sur la thématique agri-agro, on va avoir par exemple le salon de l'agriculture, le SPACE à Rennes, le sommet de l'élevage à Clermont, on va avoir également le CIMA, le CIRA sur la food tech. Qui leur permettent vraiment d'accéder à des espaces de visibilité sur ces salons d'importance et de toucher leurs clients cibles. Voilà, c'est réellement une chance à des tarifs abordables, je dirais. Donc, voilà. Et il y a un autre format qu'on aimerait tester cette année, ça va être une grande première. Il va se passer à Saint-Paul-de-Léon dans le Finistère, donc sur les terres de monsieur. Exactement, ouais, sur les terres. Alors on essaye de mettre en place là un événement qui va se dérouler donc à Saint-Paul-de-Léon sur le site de la SICA de Saint-Paul-de-Léon, qui est une coopérative agricole sur la marque de fruits et légumes Prince de Bretagne, pardon. Et ce sera un espace de 6000 m² outdoor avec la présence d'une trentaine de startups, on l'espère, pour venir faire découvrir ce que c'est que l'innovation à leur public, un événement très orienté business, en B2B, à destination des coopératives, donc des responsables d'innovation, du top management, des techniciens, mais aussi à destination des agriculteurs, voilà, avec un espace de démonstration aussi pour des startups qui auraient des sujets de robotique, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, des sujets de main-d'œuvre, par exemple, c'est des sujets d'importance en agriculture. Donc, ces sujets de robotique, c'est aussi l'avenir. Et l'innovation, on le pense aussi, ce sera un des axes de l'attractivité du métier. On parle beaucoup de renouvellement des générations aujourd'hui en agriculture. C'est un sujet d'importance, donc l'attractivité du métier, on le pense, va passer par l'innovation aussi. Et toutes les solutions qu'on peut apporter par nos startups à ce marché agricole. Et un peu dans la même veine, on a aussi la possibilité d'offrir aux startups des espaces de test in situ chez nos clients agriculteurs ou chez nos administrateurs agriculteurs. Tu as quelques exemples concrets à nous partager, je pense? Ouais, exactement. On a une proximité, on a la chance de s'appeler Crédit Agricole, donc voilà, il y a agricole dans le mot, d'avoir un certain nombre d'administrateurs donc agriculteurs, et puis d'avoir un réseau aussi d'agriculteurs qui sont sensibles à ces sujets d'innovation. Donc je vais citer deux exemples, alors finistériens pour le coup, puisque voilà, je les connais mieux. Fertinov, qu'on a accompagné sur une machine qui permet un séparateur de phase. Alors là, on est vraiment dans le cœur du sujet du métier de l'agriculteur et de l'élevage. Donc séparateur de phase, c'est la gestion des déjections animales pour mieux valoriser en fait ces déjections. Il a créé un séparateur de phase innovant, complètement repensé, qu'on a mis en place chez un agriculteur de Anvec, dans le Finistère, au plein cœur du Finistère, en sortie de stabulation. Voilà, on a testé, ce qui a permis, on est en mode test and learn, in situ chez des agriculteurs, et on pense que c'est important d'apporter l'innovation sur l'exploitation, sur la ferme, pour être au plus près des cas d'usage. Je vais parler assez rapidement aussi de Sidéral, Arthur, donc de Sidéral, qu'on a mis en relation avec des agriculteurs pour... il développe un tracteur électrique, la Tesla du tracteur électrique. Voilà, donc qu'on a mis en relation avec des agriculteurs pour poser des capteurs et pour modéliser en fait les usages de ces tracteurs pour adapter en fait son sujet aux usages réels d'un tracteur de moyenne puissance en exploitation agricole. Donc voilà, on a vraiment cette proximité avec le métier. Et nous ici, enfin dans le réseau des villages sur les thématiques agri-agro,
on a cette volonté d'être au plus près du métier. Et je voudrais juste rajouter une chose, c'est que, Émilie en a parlé tout à l'heure, mais on a un maillage géographique très important. Et donc, il n'y a pas une agriculture, mais des agricultures. Sur la Bretagne, évidemment, on est sur une région de polyculture-élevage, voilà, mais qui ne sont pas les mêmes thématiques quand on est sur Bordeaux, où on a une filière wine tech aussi développée, comme à Dijon par exemple, comme dans la région PACA également. L'agriculture des Savoies n'est pas la même que l'agriculture bretonne. Enfin, voilà, on a de cette diversité. À Châteaudun, on est plus sur les grandes cultures également. On a cette proximité avec les agricultures et c'est vraiment notre force, je trouve. Voilà. Vous l'aurez compris, on a vraiment un rôle de connecteur en fait, au sein des villages et la connexion peut se faire aussi entre les startups elles-mêmes. C'est-à-dire que le rôle du village, ça va être de créer la vie dans cet environnement, dans ce lieu, pour qu'elles puissent aussi échanger entre elles parce qu'elles ont souvent en fait les mêmes problématiques. Et juste un dernier point, on a de plus en plus de villages aujourd'hui qui vont adresser aussi les PME, les ETI des territoires qui ont grandi, sont en pleine croissance, mais qui ont peut-être perdu un peu cet ADN de start-up et cette agilité qu'elles avaient autrefois et qu'elles aimeraient retrouver. Donc elles peuvent s'adresser aux villages aujourd'hui, à certains villages qui offrent des sessions de formation et se sont expertisées là-dessus et elles peuvent les aider à réintégrer cette culture de l'open innovation dans leur entreprise. D'accord, très clair. Bon, et demain, quels sont les objectifs de ce réseau ? Et oui, on va fêter nos 10 ans, mais qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour les 10 prochaines années ? Eh bien, de continuer en fait à être un acteur de la transformation des entreprises et indirectement des territoires sur lesquels elles sont implantées, en poursuivant finalement cette approche écosystémique qui fonctionne. Et puis évidemment, puisqu'on est là aujourd'hui sur le salon de l'agriculture, c'est continuer à soutenir cette filière agricole. C'est une filière chez nous qui a de l'importance. Il y a 170 startups accompagnées par le réseau des villages et 70 partenaires dédiés à cette filière. Donc on a envie de continuer à les soutenir et à les aider à faire face à ces défis qui sont colossaux. C'est-à-dire qu'il va falloir nourrir de plus en plus de monde. Il va falloir le faire en préservant nos ressources. Et puis il va falloir le faire aussi en préservant nos agriculteurs. C'est un métier qui n'est pas toujours facile et il faut continuer à rendre ce métier attractif pour les jeunes aujourd'hui et assurer le renouvellement des générations. Donc une des convictions qu'on a au sein du réseau des villages et au Crédit Agricole, je pense, c'est de rapprocher finalement l'innovation des agriculteurs et rapprocher l'innovation des entreprises, des territoires. Voilà, faire du circuit court aussi entre l'innovation et ce monde agricole pour leur offrir finalement un accès à l'innovation plus simple, plus court et plus pratique. Plus pratico-pratique, on va dire, plus pragmatique, au plus proche de leurs besoins, parce qu'on est sur les territoires, et Emmanuel en a parlé, il y a des agricultures, et on peut se coller à leurs besoins, et c'est ce qu'on essaye de faire, humblement, et on essaye de poursuivre dans cette voie. D'accord. Est-ce que vous avez un dernier mot à rajouter ? Je rajouterais juste par rapport à Émilie qui parlait des ETI, des grandes entreprises, des grandes coopératives qui sont partenaires chez nous. Alors plusieurs points, enfin 2 points en l'occurrence. On peut mener pour ces entreprises des appels à solutions innovantes privatives. Donc par rapport à des problématiques identifiées, on dresse des feuilles de route avec nos partenaires et puis voilà, on va essayer de sourcer des solutions pertinentes liées à leurs problématiques qui leur permettent d'intégrer une brique innovante. Je vais citer une entreprise que j'ai accompagnée, encore finistérienne évidemment, vous allez me dire, très à la pointe bretonne, mais qui a intégré dans son process d'agro-industrie une première brique d'intelligence artificielle grâce à la coopération avec le village et une start-up Malouine qui s'appelle Trasos, qui a une belle proposition de valeur. Et puis, deuxième point, on mène aussi des actions sur les transitions agri-agro. Là, en l'occurrence, on a lancé un appel à candidature commun avec 4 villages. Donc le village Finistère, le village Normandie, le village Nord-de-France, le village Centre-France, où on fait un appel à candidature commun. C'est une première, on fonctionne en mode pilote aujourd'hui là-dessus. Et on a un consortium de 19 entreprises académiques et instituts techniques qui nous suivent sur cet appel à candidature et qui vont leur permettre de sourcer des briques innovantes
Voilà, alors je peux citer des grands noms. Bon, je vais reciter la coopérative Even qui nous fait confiance, Kéris, Evelup aussi, une coopérative porcine, Natup, Agrial, Bonduel, Advitam, Limagrin. Vous voyez des grands noms en fait qui comptent dans l'agriculture, mais qui sont en recherche, qui font confiance au village pour rechercher des briques innovantes. Voilà. Réunir nos forces, voilà, pour continuer à soutenir la filière agricole. Super. Pour illustrer notre hashtag coopérer pour innover, donc on est au cœur de l'action. Voilà, coopérer pour innover, c'est notre ADN. Ok, bah c'est noté. Merci beaucoup Émilie, merci beaucoup Emmanuel. Merci. Merci. Bon, alors merci pour cette présentation du réseau Le Village Basséa. On va rester dans ce réseau, et d'ailleurs dans le réseau d'Emmanuel, si je puis dire, puisqu'on va accueillir Arthur Rivoal, qui est le CEO, on en parlait, de Sidéral. C'est parti pour la troisième partie de l'émission. Bonjour Arthur Rivoal. Bonjour. Donc comme je le disais, vous êtes CEO de Sidéral. Alors Emmanuel a un petit peu vendu la mèche, je voulais faire un petit peu la surprise, mais du coup, est-ce que vous pouvez nous redire, nous présenter Sidéral? Ouais, alors Sidéral, c'est le premier projet de tracteur 100% électrique de grande autonomie. C'est un projet ambitieux, vaste, qui a un peu plus de 2 ans maintenant. La société s'est structurée tout juste il y a 2 ans. Aujourd'hui, grâce à une première levée de fonds d'un peu plus d'1 million d'euros, on est une équipe d'une dizaine de personnes. Ça a été une petite aventure de constituer cette équipe, et on travaille sur 2 choses. D'une part, la définition de série avec pour ambition de livrer des tracteurs dès fin 2025, et d'autre part, la réalisation d'un premier prototype qui devrait être dans les champs cet été. D'accord. Voilà. Cet été. C'est ça. D'accord, super. Donc voilà les 2 gros éléments de la roadmap. Et quelles difficultés on rencontre quand on se lance dans la construction, dans la conception d'un tracteur électrique? C'est un projet ambitieux, donc forcément ça soulève des freins, quelque part une certaine incrédulité, et principalement sur l'écosystème, auprès de l'écosystème de financement. En fait, aujourd'hui, on a identifié 2 vrais freins. Ils ne sont pas techniques, ils sont essentiellement financiers et RH. Donc c'est un projet capitalistique. On estime le besoin entre 20 et 40 millions d'euros sur le moyen terme pour réussir à industrialiser, commercialiser les premières unités. Et c'est un projet qui va devoir rassembler des compétences techniques d'industrialisation dans un pays où l'industrialisation est en perte de vitesse. Donc c'est principalement ces 2 gros freins-là. Maintenant, on a des signaux positifs sur les 2 fronts. L'écosystème de financement se structure. On a su constituer un premier cœur d'équipe dont on est fier, mais c'est des sujets sur lesquels il faut rester vigilant et sur lesquels il y a des freins naturels à l'innovation. Bien sûr. Et en résumé, parce que la réponse pourrait être très longue, mais quelle est votre ambition avec Sidéral dans la réduction des coûts, d'une ambition plutôt environnementale, on va dire les 2 principales ambitions? Elle est vaste. En fait, on ne sait pas forcément que le machinisme agricole, c'est 2% des émissions de gaz à effet de serre en France. C'est le même ordre de grandeur que l'aviation domestique. Donc en fait, l'ambition, elle est de résoudre un problème sociétal déjà que constituent ces 2% des émissions de gaz à effet de serre nationales. C'est une ambition concrète aussi auprès des agriculteurs. On souhaite apporter un tracteur qui leur permet de faire des économies. Un tracteur qui est une solution écosystémique qui s'intègre dans le réseau énergétique local. Et c'est chaque tracteur vendu sur 7 ans de possession, c'est à peu près 100 tonnes de CO2 économisées. Donc voilà, c'est une solution concrète au service des agriculteurs et qui répond à un défi sociétal global. D'accord. Et alors on a vu juste avant un petit peu le réseau Le Village Basséa. Comment le réseau Le Village Basséa Finistère, pour le coup, vous accompagne? Donc Emmanuel particulièrement et son équipe au Village Basséa du Finistère nous accompagnent avec des actions concrètes sur le territoire localement déjà, avec des relais de mise en relation auprès de l'écosystème de financement, auprès de l'écosystème politique, auprès d'agriculteurs. En fait, le Village Basséa, par nature, a une proximité avec le monde agricole. Et ça, on en bénéficie beaucoup. Leur réactivité également. Donc on apprécie la qualité de l'équipe et la façon dont on échange avec eux. Et finalement, quand je disais local dans le Finistère, mais également sur un autre site, puisqu'on est bicite aujourd'hui, l'équipe est bicite. Et donc cette réactivité, on l'a éprouvée concrètement dans l'ouverture d'un 2e site pour accueillir une moitié de l'équipe en fait. D'accord. Une question un peu plus vaste qui concerne évidemment Sidéral, mais un peu plus large aussi. Selon vous, comment l'innovation peut servir le monde agricole et les transitions agricoles? Encore une question vaste. Oui. On a 2 heures, il n'y a pas de problème. Donc aujourd'hui,
on peut dire qu'il y a un problème parce que globalement l'agriculture est un gros émetteur de gaz à effet de serre. Il faut apporter des solutions et ces solutions, par nature, c'est de l'innovation, par nature. Donc, il y a une nécessité d'apporter des solutions concrètes dans l'écosystème agricole pour lui permettre de réaliser une transition. Le tracteur électrique, c'est une brique d'innovation parmi une panoplie d'innovations qu'il va falloir mettre sur le marché et apporter auprès des agriculteurs pour qu'ils puissent construire des solutions concrètes. C'est un défi sociétal et donc il faut aller vers ça. D'accord. Il y a un défi avec le renouvellement de génération également. Oui, on en a parlé. Je sais pas, voilà, vous en avez parlé. Je pense qu'il faut prendre en compte l'humain, le volet humain quand on réfléchit aux innovations à apporter, particulièrement dans l'agriculture. Est-ce qu'un futur tout robot est un avenir souhaitable pour l'agriculture? Nous, on a une position un peu intermédiaire. On souhaite rendre l'agriculture sexy quelque part. Moi, je me suis posé concrètement la question de devenir agriculteur. Et je me suis dit, mais si je vais au champ sur un tracteur thermique, il y a une dissonance entre toutes les pratiques agronomiques innovantes que je vais chercher à mettre en œuvre et la machine sur laquelle je suis assis. Et donc, l'innovation, en ce sens-là, elle peut accompagner technologiquement les agriculteurs vers l'agriculture de demain. D'accord. Voilà. Super. Merci beaucoup Arthur Rivoal. Merci pour cette belle présentation de Sidéral. Et puis on vous souhaite le meilleur. Et puis donc dès cet été, c'est ça. On vous voit. Ok, super. J'espère. Merci beaucoup. Alors il nous reste une dizaine de minutes à passer ensemble. Donc merci à toutes et à tous pour vos nombreuses réactions. En amont de ce live, vous l'avez certainement vu, on a communiqué pas mal sur les réseaux sociaux, notamment évidemment sur LinkedIn. Et on a récolté donc en amont 5 questions que je vais maintenant poser à Claire Coquillat qui va nous rejoindre sur le plateau. Donc c'est parti pour la dernière partie de l'émission. Bonjour Claire Coquillat. Bonjour Simon. Vous êtes responsable animation marché Agri-Agro au sein de Crédit Agricole SA. Et vous avez accepté de vous prêter au jeu la petite session questions-réponses de nos internautes. Alors la première question, alors pourquoi, oui ça c'est très intéressant, pourquoi on parle de transition agricole au pluriel? Alors les transitions agri-agro, elles sont évidemment multiples. On peut parler de différents facteurs. Le premier, c'est la promotion d'attractivité du métier agricole. Et quand je dis ça, c'est évidemment l'enjeu du renouvellement de génération, donc l'installation, le foncier, mais également tout ce qui concerne l'amélioration de la qualité de vie des agriculteurs. Donc les revenus, la répartition de la valeur ajoutée, la pénibilité. Une deuxième transition qui est évidemment très importante, c'est toute la contribution à la transition vers une alimentation bas carbone, avec 3 volets, l'atténuation du changement climatique, l'adaptation au changement climatique et évidemment l'agriculture permet est une source de production d'énergie renouvelable. D'accord. Le troisième axe, c'est tout ce qui est préservation des ressources naturelles. Quand je dis ressources naturelles, c'est la biodiversité, l'eau, les sols et on pense également au bien-être animal. Enfin, un autre levier très important, c'est l'évolution des modes alimentaires. Sécuriser les approvisionnements, réduire le gaspillage alimentaire, protéger la santé des consommateurs et améliorer la traçabilité. Et enfin, un dernier axe de transition, c'est tout ce qui est économie circulaire, avec les circuits courts et par exemple la réduction des emballages. Donc vous voyez, cette transition agri-agro, de l'amont à l'aval, elle est large. D'accord, j'espère qu'on aura répondu à la question. Tout à l'heure, avec Jean-Christophe Robin, on parlait de souveraineté alimentaire. Et là, la question que je reprends, c'est est-ce que l'on parle de souveraineté alimentaire au niveau français ou européen? Alors c'est une bonne question. La souveraineté alimentaire, c'est la définition d'une politique publique, donc qui peut être au niveau d'un État, la France ou d'un groupe d'États, comme évidemment l'Union européenne, pour assurer l'alimentation de ses concitoyens, tant en qualité qu'en quantité. Et évidemment, cette stratégie politique des pouvoirs publics dépend de la capacité de production agricole de la zone, donc de la France ou de l'Union européenne en l'occurrence. Il faut bien faire attention à 2 choses. Il y a 2 niveaux, il y a ce qui peut être produit sur notre sol, et donc là, la souveraineté alimentaire va viser à mettre en place les conditions de production de ce qui peut être produit. Donc par exemple, avoir suffisamment d'agriculteurs en France pour mettre en œuvre cette production. Et le deuxième axe, c'est ce qui ne peut pas être produit sur notre sol. Et donc là, on va parler de bien maîtriser les dépendances avec des pays tiers pour lesquels on doit importer notre alimentation, sécuriser les approvisionnements et les flux. Et ça se fait au niveau de la France et de l'Union européenne en ce qui nous concerne. D'accord, très clair.
Troisième question, comment l'agriculture française peut-elle contribuer à la lutte contre le changement climatique? Alors l'agriculture, elle se doit d'être sobre en carbone. Elle peut le faire en deux niveaux, en étant sobre en carbone ou en ayant une action positive sur le climat. Je peux vous donner quelques exemples d'actions que les agriculteurs sont en train de mettre en place pour réduire l'émission de gaz à effet de serre. Par exemple, modifier la ration des animaux en élevage. Ça, c'est une possibilité. Deuxième axe, valoriser les effluents, par exemple, pour produire de l'énergie ou réduire la consommation d'énergie fossile. Un autre exemple, c'est la diminution des apports de fertilisants minéraux azotés. Donc là, qui joue également sur les gaz à effet de serre. Et enfin, et c'est le plus important, le stockage du carbone dans le sol et dans la biomasse. Donc là, on peut développer des techniques culturales ad hoc, introduire davantage de cultures intermédiaires, de cultures intercalaires, de bandes herbées. On pense aussi à l'agroforesterie et aux haies. Et enfin, toute l'optimisation de la gestion des prairies pour favoriser le stockage des carbones, les prairies étant vraiment un puits de carbone. D'accord, tout autant de solutions pour lutter contre le changement climatique. Exactement. En quelle innovation vous croyez au Crédit Agricole? Très bonne question aussi. Alors, il y a beaucoup d'innovations et c'est vrai que le spectre est très large et couvre l'étendue des segments de la filière, que ce soit de la robotique aux biostimulants. Je peux vous en citer trois. Par exemple, les objets connectés pour aider à piloter l'exploitation et qui permettent à l'agriculture soit de réduire la pénibilité de son travail. On pense par exemple à l'élevage ou à améliorer sa productivité et donc sa rentabilité. Un autre exemple, c'est l'intelligence artificielle pour réduire le gaspillage dans tous les maillons de la chaîne. Et on peut citer également par exemple les protéines d'insectes qui sont une source de protéines alternatives. D'accord, ok, très clair. Bon, et à titre personnel, depuis l'ouverture du Salon international de l'agriculture, quelle est l'innovation qui vous a le plus marqué jusque-là? Alors, j'ai pas envie d'en citer une. La richesse des solutions proposées et le spectre tel âge montre bien que l'ensemble de la filière est couverte. Après, c'est à chaque agriculteur de s'équiper en fonction de sa filière, évidemment. On n'a pas les mêmes besoins quand on est arboriculteur ou maraîcher. Ses spécificités, son modèle économique et sa capacité d'investissement. C'est vraiment une politique de petits pas en innovation pour que les innovations qui sont développées dans les startups, comme on a pu voir juste avant, se retrouvent vraiment dans les fermes et dans les exploitations. D'accord. Merci beaucoup Claire Coquillat. Je vous en prie. C'était un plaisir. C'est pas facile de se prêter aux questions des internautes, mais merci pour ces réponses très claires. Avec plaisir. C'est la fin de notre belle émission. J'espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. En tout cas, à titre personnel, moi, c'était le cas. J'espère aussi que cette émission vous a éclairé sur l'innovation au service des transitions agricoles. On a vu que c'était transition agricole au pluriel. Je tenais à remercier tous nos intervenants, Claire, Emmanuel, Émilie, Jean-Christophe, Arthur, d'avoir participé gentiment à cette émission. Merci aussi au Salon international de l'agriculture et bien évidemment à celles et ceux qui ont rendu cette émission possible, l'équipe de Rémi, Alexis, Coriette, Tristan, Stéphanie. Voilà. Cette émission elle sera disponible en replay dans quelques jours. N'hésitez pas à suivre l'actualité du stand Crédit Agricole sur nos réseaux, sur LinkedIn et sur Twitter, tout au long du salon et même un petit peu après parce que les réseaux sociaux ça ne s'arrête jamais. Et moi je vous dis à très vite.